Bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautrey, édition du 29 janvier 2023. Déjà la fin du mois de janvier et le mois de février arrivera bientôt. Un mois plus court, on espère quand même assez agréable au niveau des températures. Nos sujets aujourd'hui, nous avons parlé avec Gabrielle Sévigny de ADA, des services d'ADA et de ses recrutements qu'ils ont toujours besoin de personnel. Par la suite, nous vous présentons des images de la restauration de la bâtisse de la Chasse-Galerie dans la région, dans la région de la Velletrie. Par la suite, nous avons rencontré M. Maranda. M. Maranda, c'est le directeur général de la Fondation Jean Lapointe et qui est venu nous parler aussi du défi 28 jours, de vraiment une entrevue très touchante. Suite au décès de M. Lapointe, on a pu parler un petit peu de la Fondation et par la suite du fameux défi 28 jours sans alcool qui va commencer début février. Nous avons aussi rencontré Mme Cassandra Martel-Duquerel, donc, qui est venue nous parler d'environnement, donc le comité régional en environnement de la Naudière. C'est la nouvelle directrice générale. Elle est venue nous parler d'environnement, de ses visions, des prochains projets qu'il va avoir au CREL. Vraiment une entrevue très inspirante avec une personne très inspirante. On continue par la suite avec un sujet qui va retenir l'attention dans les prochaines semaines, mais entre autres à partir du début février. Le Bloc québécois a présenté un projet de loi qui a été accepté. On parle du fameux projet de loi C-282 qui parle de gestion de l'offre et exclure la gestion de l'offre dans les prochaines négociations avec les fameux traités commerciaux internationaux, les fameux ALENA et de ce monde qu'on a connu. Et présentement, le Bloc québécois est en campagne, on pourrait dire, au niveau des députés, au niveau de la mobilisation des personnes impliquées dans la gestion de l'offre. On sait que M. Yves Perron est porte-parole en agriculture. Et le but de cette mobilisation est de faire accepter ce projet de loi pour que ce projet de loi-là continue son parcours. On se rappelle que le parcours avait été arrêté abruptement en deuxième lecture suite au déclenchement des élections qui ont lieu l'année dernière. Mais là, cette année, vraiment, le Bloc québécois et la mobilisation est là pour que le projet se réalise. C'est maintenant, tu couperas ce petit bout-là. Donc, on vous rappelle que cette semaine de Dans Dautrey est diffusée à toutes les semaines, le dimanche sur nos ondes. Sur ce, bonne écoute. Bonjour, je suis en compagnie de Gabrielle Sévigny de ADA, Aide à domicile Dautrey. Bonne année pour commencer. On reprend nos bonnes habitudes avec ADA et on parle de nos capsules. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui est important? On va parler de l'aide justement pour les aidants, l'appui que vous pouvez offrir. Oui. C'est un service important, je pense que pas tout le monde qui le sait, puis ça l'aide vraiment. Peux-tu nous en parler exactement? Absolument, oui. Bien, en fait, c'est qu'on a eu une subvention de l'appui proche aidant, c'est un autre organisme, puis à cause de ça, on peut offrir des services gratuits, des heures de services gratuits pour les proches aidants. Donc, on vous appelle à nous contacter, dans le fond, pour en savoir plus à ce niveau-là. On dessert une clientèle dans le territoire d'Autrey, c'est la Velletrie, la Noraie. Merci. Oui, exactement, Berthier et Saint-Gabriel de Brampton et les environs. Donc, si vous êtes dans ces secteurs-là, puis vous avez ce genre de besoin pour les proches aidants, nous, on peut vous offrir ces services gratuits-là quelques heures. C'est quelques heures. Donc, présentement, il y a des offres de services qui sont ouvertes. Absolument. Seulement pour ça. Donc, c'est le temps d'en profiter, d'arriver et de dire... Et c'est quelle sorte d'offre? C'est que la personne qui a les dents naturelles peut quitter. Exactement. Il y a quelqu'un qui remplace, là, c'est bien. Exactement, ça. Concrètement, c'est ça, c'est le préposé bien à domicile, puis soulage, si on veut, le proche aidant peut quitter, peut se ressourcer, aller se reposer, aller à ses rendez-vous, tout en toute confiance, parce que nos préposés sont là, ils s'occupent. Ils sont formés, là. Exactement, tout à fait, ils sont formés, puis ils ont également ce qu'on appelle une petite trousse de simulation. Oui, c'est ça que j'allais dire, oui. Oui, tout à fait, puis dans le fond, ils peuvent jouer aux cartes, faire de la lecture, selon les besoins, selon les capacités également de la personne. On évalue tout ça avec vous. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on vous appelle à faire, à venir nous appeler pour pouvoir évaluer tout ça. OK. Question justement en termes d'évaluation. Oui. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un diagnostic de poser ou tu y vas parce que tu dis, regarde, je vais te donner un exemple, on est 3 enfants, 4 enfants, on s'occupe de notre maman, mais
on estime qu'à un moment donné, ça serait peut-être bon qu'elle ait une certaine stimulation aussi, parce que tu parles avec tes kids et tout ça. Est-ce que c'est possible? Parce que ça devient harassant aussi, là, tu sais, mais même si la personne est quasi autonome, on va dire le terme, est-ce qu'il faut avoir c'est suite à des questions, un questionnaire, des choses que vous demandez que vous pouvez... Ben oui, en fait, dans le fond, c'est toute personne qui a un proche aidant, qui nécessite une certaine surveillance, encadrement, besoin. Puis parfois, ça peut être juste de discuter avec quelqu'un. Ça fait soulager. Oui, absolument. Puis comme on parlait de stimulation aussi, c'est sûr qu'il peut y avoir des demandes par le CIUS, des choses comme ça, mais ça peut être n'importe qui a un proche aidant puis qui commence à avoir une petite perte d'autonomie tranquillement puis qui nécessite d'avoir un peu plus de soutien. De soutien, oui, tout à fait. Puis à ce moment-là, on va discuter avec cette personne-là, on va voir c'est quoi les besoins, puis on va faire l'évaluation à ce moment-là. C'est vraiment du cas par cas. Cas par cas, d'accord. Donc, il y a des plages horaires disponibles. Appelez chez Ada. Peux-tu répéter le numéro de téléphone? C'est le 450-404-2219, puis pour le poste, c'est le poste 2. Parfait. Comme toujours, malheureusement ou heureusement, on parle de besoins de personnel parce que tu as des services, tu as une certaine liste d'attente, je crois, sur des gens. Mais vous avez des belles politiques d'embauche. Je pense que vous travaillez fort justement pour essayer d'accommoder tout le monde. Hein? Oui, absolument. Mais dans le fond, c'est ça, on permet avec la possibilité de travailler à temps partiel, temps plein. Il y a beaucoup de conciliation, travail-famille, travail-vie personnelle. On a des grands besoins, on a des listes d'attente, des choses comme ça. Puis c'est par secteur, vraiment, tu sais, je veux dire, la Norelle, la Valtrie, vous habitez dans ces coins-là, on essaie d'affecter les gens autour de soi. Fait que c'est le fun de pouvoir travailler près de son domicile. Fait que oui, tout à fait, on a des conditions d'embauche vraiment le fun. Tu sais, on s'entend que c'est un travail valorisant. On travaille auprès des personnes humaines. Fait que, si c'est votre type de travail, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir. Donc, autrement dit, vous êtes ouverts à tous, à toutes. Puis encore là, on rappelle, on parle avec toi. Oui, au niveau de l'embauche, c'est le poste 3. 450-404-2219. Poste 3 pour les embauches. Gênez-vous pas, on a besoin. Je te remercie beaucoup, Gabrielle, puis on se reparle au mois prochain. Parfait. Bonne journée. Merci. Deuxième point qu'on veut parler. Bon, tantôt, on vient de parler qu'on va peut-être finir par faire beau, à un moment donné, avoir du soleil et tout ça. Et qu'est-ce qu'on arrive avec le mois de février, qui dit février-mars, parle de grand ménage. On a des traditions, normalement, tu avais le grand ménage du printemps puis le grand ménage à l'automne. C'était ça, mes grands-mères, nos parents, nos choses, puis tout ça. Encore là, qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Réserver d'avance. Parce que là, vous êtes rendu une ressource importante pour ça. Et il faut dire que la DOS s'offre à tout le monde aussi. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas avec personne, je ne veux pas dire le mot riche, mais avec des revenus, tout ça. ADA, c'est vraiment pour tout le monde. Absolument. Donc, les grands ménages, il faut s'inscrire d'avance. Exactement, tout à fait. On n'a pas de critères, dans le fond, de sélection. De sélection, absolument, merci. Tout ce que vous avez besoin, dans le fond, c'est avoir besoin de services. Il peut avoir une certaine subvention. Là, au niveau de la RAMQ, on a des exonérations. Puis, il peut être variable ou pas selon vos situations, mais on a quand même... Ça s'offre exactement à tout le monde. Puis, oui, on appelle les gens à réserver d'avance parce que le ménage de printemps, le printemps est à nos portes. Bien, c'est ça, là. Veut pas. Tu peux-tu nous dire, quand on parle de grand ménage, parce que c'est une escouade, c'est une équipe qui arrive et qui a fait vraiment les fenêtres, les portes, qu'est-ce que c'est, entre autres? Bien, c'est une évaluation, encore là, de cas par cas. C'est toujours le cas comme ça. Mais oui, effectivement, on fait les fenêtres, les planchers, les murs, les plafonds, si besoin, les armoires, le frigidaire, tout ça, tout ce qui a besoin, là. Vraiment, c'est une évaluation, comme encore là. Sauf que oui, c'est vraiment un grand ménage intérieur. Là, l'investigation ou l'invention ou cette création-là, justement, du défi 28 jours, on sort des fêtes et tout. Qu'est-ce qui en est venu à créer ce programme-là, à cette activité de financement, mais quand même de prise de conscience? Bien, initialement, il y a 10 ans, c'est 2 amis qui se sont lancés un défi. C'est un ami, puis lui, il était proche de la Fondation Jean Lapointe, qui était sur un comité. Et il a lancé le défi à son ami d'arrêter de boire pendant 28 jours. Il dit, je vais te donner février, c'est le mois le plus court. Et nous, à la Fondation, on a pris ça, puis on a mis ça sur nos réseaux sociaux. Et on en a fait une campagne de levée de fonds, ça nous a permis d'amasser 65 000 $, puis il y a eu 1500 participants. 10 ans plus tard, c'est 25 000 Québécoises et Québécois qui relèvent le défi 28 jours. Alors, aujourd'hui, c'est clair que le défi 28 jours, les Québécoises et les Québécois se sont appropriés ce défi-là. Parce que
Ça fait partie maintenant du paysage québécois qu'en février, on prend une pause. On fait pas. Tantôt, on en a parlé, mais là, on va en parler officiellement. Il y a eu des annonces au début de la semaine, justement, disant que l'alcool était peut-être un petit peu moins bon qu'on pensait pour la santé. Et puis, comme on parle de dépendance, on parle d'incidence et tout. Cette année, donc, le défi 28 jours, on pourrait rajouter un objectif, une prise de conscience, suite à ce qu'on vient de dire, de voir qu'est-ce que ça fait de ne pas boire pendant 28 jours, d'essayer de voir, on pourrait dire, l'impact que ça va avoir sur notre qualité de vie. Oui, mais au fond, là, ces nouvelles données-là, nous, ce message-là, ça fait longtemps qu'on le dit. Là, aujourd'hui, ce sont des spécialistes, des scientifiques qui se sont penchés sur la question. Et là, on a dit, regardez, il y a un risque faible d'avoir des petits problèmes de santé avec 1 à 2 verres par semaine. Un risque modéré à 3-6 verres, un risque plus élevé à 7 verres et plus. Alors, nous, il y a 10 ans, là, le défi, c'était juste de dire aux gens, prenez une pause, évaluez votre rapport avec votre consommation d'alcool, évaluez votre rapport avec l'alcool, et après, prenez les décisions qui s'imposent. C'est pas moralisateur. Nous, on n'est pas là pour faire la morale. Juste une prise de conscience de à quel point cette consommation-là d'alcool prend de la place dans votre vie. Et il y en a qui vont dire hey, moi, je prends un verre là, parce que quand j'arrive à la maison, ça me permet de relaxer. Mais c'est une forme de dépendance. Ben c'est parce que si c'est un relaxant, on va leur dire viens faire le défi 28 jours, embarque sur la plateforme et on a des ateliers, nous autres, pendant 28 jours pour te donner d'autres alternatives que prendre un verre. C'est ça, là. Le défi 28 jours n'est pas juste de dire je m'inscris, je paye 28$, puis je fais un pari avec mon voisin pour dire on essaie. Vous les supportez, vous faites de l'information, de l'enseignement. C'est ça aussi le défi 28 jours. On les motive à continuer, puis on leur donne des ateliers, on leur donne d'autres alternatives. Puis une des alternatives qui est intéressante aussi, au-delà des cours de yoga, de zumba, puis s'entraîner, puis il y a le sans-alcool qui prend de plus en plus de place depuis les 5 dernières années. Et une entreprise qui s'appelle Triani, qui a une division qui s'appelle Exine sans alcool, où ils ont des spiritueux, ils ont des bières. Et il y a d'autres compagnies là, au Québec, là, des microbrasseurs qui ont décidé de faire de la bière sans alcool. Et on a, exemple, M. Cocktail, qui lui a une gamme de sans-alcool et c'est un mixologue. Oui. Alors, lui, il vient donner des conférences, il y a des ateliers, il y a des vidéos. Donc, on peut substituer notre alcool avec un sans-alcool en ayant le goût. Ben, c'est ça. C'est toujours une question de goût, parce que souvent, les gens vont dire j'aime le goût de la bière, mais ça ne veut pas dire que le goût de la bière doit être associé avec une dose d'alcool. Ça peut être le goût de la bière sans alcool. Donc, est-ce que, je vais vous poser une question quand on parle justement de défi 28 jours, est-ce que ça vous a amené à des gens à prendre conscience et de demander de l'aide? C'est dans ce sens-là que je veux poser la question. Il y en a qui embarquent dans le défi en disant au bout de la ligne, bien, il y a une prise de conscience, puis ils disent oui, j'ai besoin d'aide, oui, je viens de me rendre compte que peut-être la place de l'alcool ou des autres dépendances, les autres substances, gâchent un peu ma vie ou je pourrais l'améliorer. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il y a des niveaux ou qu'il y a des stades de dépendance, mais est-ce qu'on découvre peut-être possiblement avec ce défi-là que oui, on a peut-être besoin d'aide? Ça arrive à tous les années. À toutes les années, on a un infime pourcentage de gens qui nous écrivent OK, je suis rendu à mon 4e jour et je sens que j'ai un problème majeur, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Et quand on reçoit ce message-là, on va le diriger vers la maison Jean Lapointe, qui eux vont le prendre en charge, avoir une discussion avec, et après ça, bien, on a des gens qui sont entrés en thérapie. Donc, il y a un double objectif, on pourrait dire. Cet objectif-là, c'est pas drôle parce que tu as une prise de conscience, mais vous venez d'en récupérer un, possiblement. Là.
chaque personne qu'on peut récupérer dans la société va faire en sorte que c'est une personne meilleure. Alors, mais le but ultime du défi 28 jours, c'est vraiment de faire cette analyse-là. Et si dans cette analyse-là, il en découle, quand vous découvrez que vous avez un problème, ben on est là. Mais il faut comprendre que le défi 28 jours sans alcool, c'est pas de dire aux Québécois, vous avez un problème d'alcool. Non, non. C'est pas ça. Mais s'il y a 1% qui ressort, qui dit lève la main et j'ai un problème, ben c'est une mission accomplie aussi en termes de traitement. OK. Donc, si on résume, les gens ont jusqu'au 1er février pour s'inscrire, parce que on parlait qu'il y avait justement un concours. Si vous donnez un montant de 128 $, il y a des prix, justement, un coffret cadeau de produits sans alcool. Est-ce que c'est encore en vigueur ou on est en retard un peu? On devrait se décider comment ça fonctionne. Vous ne serez jamais en retard. Vous pouvez relever le défi jusqu'à la dernière semaine. OK. Ça vous tente de nous donner 128 $ pour faire une journée, bien tant mieux. Mais nous, on a ouvert les préinscriptions à partir du 6 janvier. Alors là, les gens sont en train de monter leur équipe pour se motiver, pour se faire encourager. Il y a différents niveaux pour pouvoir relever le défi. On peut arrêter de boire la semaine, on peut arrêter de boire la fin de semaine, ou on peut arrêter pendant 28 jours complets. Et là, après, les gens peuvent aussi, quand ils payent 128 $, vont recevoir une boîte cadeau avec tous les produits Exxon sans alcool, prêts à boire, le gin, la bière, et vont recevoir aussi un reçu de don de 30 $. Okay. Et là, ils vont être équipés pour partir leur défi premier. Fait idéalement, si on veut faire le 28 jours, c'est que là, tout le monde embarque avant le premier, mais il y a toujours des gens qui embarquent après. Ça a été un peu plus long de monter leur équipe. Ils sont toujours bienvenus. Les boîtes cadeaux, il y en a juste 1000. C'est une édition limitée. Des gens qui en veulent, il faut dépêcher. Puis il faut dire que la Naudière, l'année passée, oui. Je pense que c'est votre coin, la Naudière, ça. Oui. L'année passée, c'était, excusez-moi, là, je cherche mes données, 1392 participants et ils ont ramassé 62 278 $. Donc, il faut battre ça cette année. Idéalement, le directeur général souhaiterait que la Naudière se mobilise. Les Laurentides se sont mobilisés, peut-être vous challenger, monter une équipe la Naudière et inviter vos citoyens, vos citoyennes, inviter vos auditeurs, vos auditrices à emboîter le pas et peut-être battre les Laurentides. C'est ça. Et je mettrais peut-être un autre point, le faire aussi, pas parce qu'on veut, mais le faire en l'honneur de M. Lapointe qui est décédé à la fin de l'année 2022. Ça soit peut-être juste une motivation pour reconnaître son travail, pour reconnaître ce qu'il a fait. Ça peut être une autre sorte de motivation de vous aider. Là. Absolument. Moi, aujourd'hui, maintenant, on appelle ça l'œuvre de Jean Lapointe. La maison et la fondation, c'est son œuvre. Alors, les gens peuvent nous aider aussi à faire perdurer cette œuvre-là. En contribuant ou en relevant le défi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas relever le défi. Ils ont le droit. Ils peuvent nous faire un don aussi sur défi28jours.com. C'est ça. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Maranda. Peut-être on se reparlera à la fin du défi, voir les impacts, puis voir l'implication. Ce serait très intéressant d'avoir un post-mortem de cette campagne-là. Puis on va vous suivre, on va participer à ce défi-là avec cœur et enthousiasme. Merci de l'intérêt et on dit aux gens de la Naudière un bon défi et de ne pas oublier de s'inscrire sur la plateforme défi28jours.com. Bon, bien d'accord, mais je vous remercie beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. C'est beaucoup d'émotions. Je suis en compagnie de M. Louis-Raymond Maranda. Bonjour, M. Maranda. Bonjour. Bonjour. Le directeur général de la Fondation Jean Lapointe, on est vraiment honoré de vous avoir sur nos ondes aujourd'hui. Vous êtes la Fondation Jean Lapointe. Je vais vous poser une question, on s'est parlé un petit peu avant.
Vous me dites que vous avez été, je vais dire client, là, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, vous avez utilisé... Patient, bon. Vous avez utilisé les services de la Fondation Jean Lapointe, des maisons, la maison et tout, et vous avez eu la chance aussi de connaître M. Lapointe. Pouvez-vous nous parler peut-être juste un petit peu en début d'entrevue de votre expérience, qu'est-ce qui vous a amené et connaître M. Lapointe, ça l'a fait quoi dans votre vie? Bien, dans un premier temps, moi, j'ai connu la maison Jean Lapointe, si on peut dire, là, en 1987, lorsque j'ai demandé de l'aide et la maison Jean Lapointe était là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Lapointe, par sa générosité, par son empathie, celui qui, à un moment donné, sorti publiquement comme quoi il y avait un problème d'alcool, a décidé de mettre son nom et son énergie au service des alcooliques. Et de là où est venue la Maison Jean Lapointe et la Fondation Jean Lapointe qui, jusqu'à l'année passée, on a 41 ans maintenant d'existence. Et à l'époque, il y avait les télétons Jean Lapointe, 9 heures Jean Lapointe, où on ramassait 1,5 million. Ce qu'il y a beaucoup à l'époque. Il y a plein de vedettes qui participaient. Et moi, c'est là que j'ai commencé à connaître la Maison Jean Lapointe. Et le jour où j'ai eu besoin d'aide, je me suis rappelé de ça parce qu'on les voyait partout. Jean Lapointe est un homme d'une grande générosité, d'une grande simplicité. Les 24 décembre, à tous les ans, la veille de Noël, il allait rencontrer les gens à la Maison Jean Lapointe, les résidents, pour pas que tu sois tout seul le 24 décembre. Alors, ça vous donne un peu le genre d'homme que c'est. Puis il était toujours, même dans les dernières années, il était toujours actif, même s'il n'était pas là physiquement. Il était toujours en train d'envoyer des petits messages. Pourquoi on ne fait pas ça? Avez-vous pensé à ça? Alors, c'était un homme engagé. Et lorsque il avait donné sa dernière entrevue avec son fils, Jean-Marie, il disait que sa plus grande fierté, c'était la maison et la Fondation Jean Lapointe, et c'est l'héritage qu'il va avoir laissé aux Québécois et aux Québécoises. Son nom va perdurer pour les années et les années et les années à venir. C'était courageux dans les années 80 d'avouer un alcoolisme, puis que ça créait beaucoup de... des dépendances. Maintenant, on parle beaucoup de dépendance aux drogues et à l'alcoolisme. Mais c'était courageux dans ces années-là, puis même vous, d'accepter cet état de choses et de vouloir s'en sortir. Parce qu'il y avait un jugement qui était fait, là. Absolument. Et il a déstigmatisé ça. Lui, il a dit, hey, être un alcoolique, là, c'est très positif. Parce que quand tu te rends compte que tu as un problème et que là, tu décides de vouloir arrêter, c'est faire preuve de résilience. Oui. Alors lui, là, il tournait les messages négatifs en messages positifs. Et ça l'a aidé beaucoup les gens qui avaient des problématiques. Et voilà, donc il a porté sa voix à l'alcoolisme et ça a fait que de plus en plus de gens ont, à un moment donné, dit hey, « j'ai besoin d'aide ». Vous savez, à la Maison Jean Lapointe, en 40 ans, c'est plus de 40 000 personnes qui sont passées. C'est impressionnant. Et maintenant, la Fondation, c'est pas seulement sur l'alcoolisme, on parle de dépendance, c'est toute dépendance aux drogues, dépendance à plein de choses, parce que on s'est aperçu au bout du compte que ça avait un impact social, qu'on parle dans... on aurait dit qu'il y a des dérivés de l'alcoolisme, qu'on parle soit de violence ou plein de choses qui est importante aujourd'hui d'être traitées et d'être... je veux pas dire d'être reconnu, mais comment je pourrais dire ça? L'impact majeur de la Fondation sur toutes ces choses-là, c'est important aujourd'hui, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de la Fondation, c'est de supporter la Maison Jean Lapointe dans les divers programmes qu'ils ont. Un des programmes majeurs que la Fondation supporte est la prévention envers les jeunes. Et c'est à ça que sert le défi 28 jours maintenant. Oui, on va en venir, pour nous aider à financer des ateliers de prévention. Et cette prévention-là, ben, ça touche tout. Ça touche
l'alcool, les substances, les tablettes, le jeu en ligne, les jeux vidéo, les boissons énergisantes. C'est ça. Donc, le mot dépendance, le mot dépendance a été vraiment élargi, on pourrait dire, avec toutes les, je ne veux pas dire les problèmes, mais toutes les situations qu'on vit aujourd'hui en termes de dépendance. Là. Mais vous savez, si on règle le problème de dépendance à la base, pourquoi on est dépendant? Bien là, on va régler la dépendance à l'alcool, la dépendance au gambling, la dépendance aux achats compulsifs, la dépendance aux femmes, aux hommes, au sexe, à tout, là. Mais on ne veut pas avoir quand même des seins. Mettons qu'on va mettre, on va se garder une petite porte de sortie. Mes chers amis, je suis pas mal certain que chacun d'entre vous savez qu'à Lavaltrie se trouve le musée le plus historico-légendaire de la région, mais peut-être même du Québec en entier, la Maison des Contes et légendes de Lavaltrie. Pour toutes les ceux qui avaient déjà visité la maison, vous le savez, c'est un pur délice pour la pupille. Par contre, on dit que la beauté intérieure est beaucoup plus importante que l'extérieure. Faut dire que dans le cas de la Maison des Contes, le dehors tirait sur le camp un peu. Ce qui fait que cette année, ils ont décidé d'y refaire une beauté. La Maison des Contes et légendes a été bâtie par la famille Benoît, plus précisément par Lucien Benoît, qui était doreur et peintre d'église, natif de Lavaltrie, mais qui habitait à Montréal depuis plusieurs années. Et il l'a construit pour en faire son chalet. Étant donné qu'il était doreur, sculpteur et spécialiste d'ameublement d'église, on se doute qu'il y avait des goûts un peu plus raffinés. Puis à cette époque-là, il y avait le contrat d'une grande majorité d'églises qui étaient en construction au Québec. Donc, il y avait assez de sous pour se permettre une maison de ce style-là, sur 3 étages, plombant sur le fleuve. À un certain moment, il y a eu la famille Lefebvre qui en a pris possession. On doute que c'est à peu près des années 1960-70. Puis après ça, la ville en a pris possession. La ville de Lavaltrie est devenue propriétaire de cette magnifique demeure en 2003. Évidemment, dans le but de conserver notre patrimoine bâti et d'y loger des bureaux. Par la suite, est venue l'idée de faire un petit musée ainsi qu'un lieu de sauvegarde du patrimoine vivant et historique. La Maison des Contes et légendes, c'est un projet de Michel Goulet, qui était régisseur à l'époque pour la ville de Lavaltrie, qui a eu l'idée de mettre en valeur les contes et légendes du Québec, puis même de Lanaudière, dans un musée sur 3 étages. La Maison des Contes et légendes, aujourd'hui, elle abrite les bureaux du Café culturel de la Chasse-Galerie, la bibliothèque de généalogie Pierre Kem et le musée des Contes et légendes. En tant que propriétaire de cette maison ancestrale située sur le chemin du Roi, il est vraiment primordial de conserver sa valeur historique et architecturale. En 2021, la Ville a d'ailleurs cité la Maison des Contes et légendes comme un immeuble patrimonial. Au fur et à mesure du temps, la Maison des Contes et légendes c'est devenu un petit peu pour les gens de la place comme une référence, un symbole quasiment, tu sais. Il n'y a pas un Lavaltrois ou une Lavaltroise qui n'avait pas un cousin de Mont-Laurier en visite qui n'a pas pensé visiter la Maison des Contes et légendes juste parce qu'il était fier d'avoir ça chez eux. Le nombre de photos puis de paires de yeux qui ont wearé l'extérieur, c'est quasiment pas croyable. Puis quand quelque chose est usé, il faut le réparer, le relustrer, le reshiner comme ce qu'on dit. Puis pour faire une besogne de la sorte, ça prend des mains aguerries d'artisans chevronnés. Les buts d'une restauration d'un bâtiment d'intérêt patrimonial comme la Maison des légendes sont en fait multiples. D'abord, c'est d'assurer la pérennité même du bâtiment, donc d'assurer sa conservation à long terme. Un autre avantage, c'est que des restaurations comme celle de la Maison des légendes permettent aussi le développement des savoir-faire. Entre autres, on va seulement avoir le type de revêtement qui a été mis en place, un revêtement qui est très rare, donc qui demande une technique particulière que peu d'entrepreneurs ou d'artisans peuvent faire. Ça permet à ces artisans-là, justement, de développer leur expertise, de développer aussi certains outils en particulier qui pourront servir à d'autres projets de restauration.
Notre mandat dans le contexte de la Maison des légendes a été d'identifier les éléments caractéristiques à préserver et aussi à identifier les éléments qui sont à restaurer. Donc, les composantes sont quand même relativement nombreuses. Alors, c'est d'abord, évidemment, la tour qui fait toute la longueur du bâtiment, les éléments décoratifs associés à la galerie et au balcon de la façade, les ornements de pignons, les planches cornières et les fenêtres à guillotine à grand carreau. Un projet de restauration aussi bien réalisé, ben c'est un bel exemple à suivre. Ça devient en fait un petit guide de restauration architecturale, un beau document de diffusion, mais pratico-pratique. La ville de Lavaltrie accorde une grande importance au patrimoine bâti, puisqu'il forme son identité et nous rappelle nos bâtisseurs et d'une grande richesse visuelle, culturelle et historique. Le préserver, c'est également une forme de reconnaissance envers nos ancêtres. Notre patrimoine bâti raconte notre histoire. Et pour la Maison des Contes et légendes, c'est d'autant plus le cas. Moi, j'ai un rêve. Que la Maison des Contes et légendes de Lavaltrie devienne un petit peu comme le sirop d'érable du Québec. Mettons qu'il y a 2 Français de Paris qui descendent, ben tu leur fais des grands-pères dans le sirop puis tu visites la Maison des Contes. Que ça devienne un incontournable. Ça fait que la prochaine fois qu'il y aura de la parenté chez vous, ou ben donc que tu auras une petite marche d'après-souper à prendre, hésite pas à aller wearer la Maison des Contes et légendes. Ça va être beau! Puis pas besoin d'attendre les convives, je te le dis, c'est impressionnant. Ils ont réussi à faire ça tout nouveau, tout beau, mais pareil comme dans le temps. J'entretenais Mme Cassandra Martel. Bonjour, Mme Martel. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Vous êtes la nouvelle DG du CREL, qui est, voulez-vous me dire exactement, on parle d'environnement, mais c'est quoi? C'est un acronyme, là, mais c'est quoi les vrais mots là, qui vont avec ça? C'est le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Donc, c'est un des 16 conseils, en fait, du regroupement national qui s'occupe, en fait, de la région, pas de la région, pardon, mais de la province. Donc, il y en a 16 à travers le Québec. Il y a 16 régions administratives, donc c'est un organisme. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que, justement, quand tu me parles, vu que c'est 16, ça relève du gouvernement? C'est le gouvernement qui a créé cette entité-là, qui a dit que ça va être vous autres qui allez être là pour des initiatives en environnement supervisées? Oui, bien, il y a une trentaine d'années, en fait, le gouvernement s'est installé en disant comment on peut travailler, en fait, à travers le Québec pour améliorer vraiment la mentalité environnementale et faire comme une différence au niveau des impacts. Donc, ils ont décrété qu'il y avait des budgets qui allaient servir à ça. Donc, ils ont vraiment eu en tête de créer des conseils, en fait, par chacune des régions. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des conseils a vraiment sa couleur, a vraiment comme ses forces, selon, en fait, qui représente bien la région. Et nous, à Lanaudière, c'est ça, on a fait notre place tranquillement, pas vite. Et là, vraiment, on peut s'asseoir avec les autres conseils puis donner notre expertise, à échanger. Des fois, on parle de conservation, mais tu as des régions qui ont plus de territoires conservés que d'autres. Donc, c'est vraiment de se donner l'information pertinente. Okay. Madame Martel, vous venez de où? Qu'est-ce qui a motivé votre implication au niveau de l'environnement? Il faut déjà avoir la foi, je vous dirais. Il faut déjà avoir, je pense, un background qui vous incite à vous impliquer avec ça, parce que l'environnement, c'est large. Là. On parle autant de gaspillage alimentaire que de protection de territoire, plein de choses, oui. Oui, en fait, l'environnement a toujours fait partie de mes choix individuels, donc c'est sûr que d'entrée de jeu, j'ai une vocation vers l'environnement, mais au niveau de mon bagage professionnel, j'ai surtout été en vulgarisation scientifique et en développement des affaires et en organisation d'événements. Puis organisation d'événements, vraiment événements à saveur réseautage d'affaires, donc de créer vraiment des moments, en fait, où, par exemple, le milieu scolaire peut rencontrer le milieu des affaires et essayer de faire sortir des technologies ou des innovations. Et dernièrement, en fait, les 3 dernières années de ma carrière étaient à la zone AgTech de la MRC L'Assomption. Donc, vraiment, dans ce même domaine-là, mais précisément en agritechnologie, en AgTech. Donc, toute technologie agricole innovante qui peuvent donner un coup de main à nos producteurs agricoles. Et c'est vraiment cette volonté-là de faire une différence et d'amener aussi une idée que l'innovation, des fois, peut nous donner un coup de main au niveau environnemental. Tu me parles que avec ta formation scientifique, dans le fond, tu peux pas te faire bullshiter.
Dans le sens de, je vais te poser la question, je vais dire dans un terme peut-être dire bullshit, là, mais je veux dire souvent, en environnement, des compagnies vont dire, que tu me parles justement en agriculture, des choses comme ça, telle innovation, telle chose, on va faire ici, mais à part ta formation, tu es capable aussi de juger qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vraiment profitable. Oui, bien c'est ça, ça va vraiment être d'aller analyser ce qui m'est dit, parce que c'est pas parce que quelqu'un nous vante justement soit une technologie ou une manière de penser que c'est nécessairement la meilleure ou que c'est nécessairement vrai tout ce qui est dit. Fait que j'ai vraiment une capacité d'aller chercher l'information, d'aller me renseigner, puis je suis pas gênée justement de dire « Hey, je connais pas ça », fait qu'il faut que j'aille me renseigner avant de prendre une décision. Parce que dans votre mandat, j'imagine qu'il y a une question d'éducation aussi. On ne parle pas juste de voir des nouvelles innovations, de favoriser des différentes, de la protection de l'environnement. Il y a une question d'éducation aussi à faire à la population. Là, tu me parlais dans les écoles, mais ça commence en bas âge là, à penser qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. On a plusieurs programmes, au CREL, en fait, il y a plusieurs programmes d'éducation de différentes thématiques et qui s'adressent justement à différents groupes d'âge et différents groupes de population. Et c'est sûr qu'on a une tendance un peu naturelle à aller vers le milieu scolaire, les plus jeunes enfants, parce que c'est vraiment eux qui sont les très bons porte-étendards, en fait, de l'environnement. Combien de fois un enfant a eu une formation sur le compost et est revenu à la maison en disant « Non, maman, jette pas ça, il faut que tu le mettes dans le compost. » Et donc, ça part des discussions à la maison. Mais oui, c'est vraiment un volet qui est à développer. Bien, pas qui est à développer, qui existe très bien, mais qui est justement à mettre de l'avant. Est-ce que tu crois, justement, quand tu viens de dire ça, est-ce que tu penses que les changements vont venir avec les prochaines générations? Tu sais, c'est difficile justement de changer des comportements. Et comme tu viens de me dire, à l'école, tu me donnes l'exemple des enfants qui disent « On a appris à faire du compost, maman, tu devrais le faire. » Est-ce que tu penses que ça va finir par porter fruit, ça va finir par changer les idées, comment tu veux dire, des comportements? Là? Oui, mais ça porte déjà fruit. Si on recule un peu dans l'histoire, dans les années 80, on avait des grosses discussions à propos de la couche d'ozone. On se disait, oh mon Dieu, il y a des trous, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs décisions qui ont été prises, autant individuelles que gouvernementales, puis à travers le monde. Et on est 20 ans plus tard, et sans dire que la couche d'ozone n'est plus à protéger, au contraire, mais elle s'est améliorée, la couche a réépaissi où il y avait des trous. Ouais. Donc, je pense que chacune des interventions fait une différence. Et oui, j'ose espérer que la prochaine génération, qui est la génération de mes enfants, va être extraordinaire et vont être capables de prendre des très bons choix. Mais je pense que chacune des générations a amené quand même, des fois ses mauvais côtés, mais aussi des bonnes évolutions puis des bonnes pensées. Là. Vous êtes toute nouvelle en poste, je vais dire tu es toute nouvelle en poste, mais est-ce que tu as déjà des idées quand tu as fait ton speech de vente, qu'on fait tout un peu, pour être engagé et tout? Tu as regardé l'organisme et tu te dis, bon, c'est quoi que je veux y apporter, c'est quoi l'implication que je veux emmener plus et c'est quoi mes motivations là, pour les prochaines années? En fait, c'est sûr que j'ai une motivation de continuer à encourager l'équipe qui est en place et de l'aider à développer. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui ont un bagage en environnement qui est hallucinant. Mais moi, j'arrive avec une petite saveur qui est plus communicationnelle, qui est plus justement développement des affaires. Et j'ai le goût justement de leur dire « Hey, ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais il faut que le grand public le connaisse, parce que c'est en le connaissant que ces gens-là vont avoir le réflexe de nous appeler. » Le CREL, en fait, ça a tous les outils en place pour être la ligne 1-800 environnement qui dit « Hey, on est mal pris, on veut prendre une décision, qui on appelle? » Bien, appelez-nous, en fait, parce qu'on peut vous aider à mettre en place des projets, tant au niveau municipal qu'au niveau, justement, des entreprises. Bon, on travaille avec les écoles, on travaille avec les municipalités, mais les entreprises aussi, on peut les aider à faire une différence. Et que c'est vraiment cette vocation-là que je veux amener, de transversalité en tout ce beau monde-là qui travaille pour dire, OK, on va travailler ensemble, puis justement, on va faire la différence. Puis c'est sûr que là, j'aimerais ça dire qu'on va faire de la Lanaudière la référence en environnement, mais mes autres collègues des grands conseils travaillent aussi fort que nous pour la région, donc ça serait pas gentil. Les défis ici, justement, pour la région de la Lanaudière, on parle de 6 MRC, et tu as 6 MRC qui sont vraiment, je ne veux pas dire le mot disparate, mais tu sais, tu as vraiment... C'est tellement différent qu'on regarde juste la Matawini, tu sais, je te dirais, tu regardes Montcalm qui est agriculture, mais quand même développement, tu sais, dans l'Assomption, comme tu dis, c'est tout vraiment des microzones, vraiment des choses différentes. Est-ce que tu penses qu'on est capable
d'avoir un objectif commun où il faut vraiment on n'allait dire pas les traiter, mais les travailler d'une façon différente, là, les amener dans d'autres différents. Je pense qu'on peut tous avoir un objectif commun, c'est-à-dire de jumeler en fait tout le développement qui est en vue. La Naudière est une région qui est en pleine effervescence. On a des grosses compagnies qui viennent s'établir chez nous. On a des projets comme la zone high-tech qu'on parlait tout à l'heure qui amènent vraiment une entreprise puis un engouement même international. Donc, on a vraiment une volonté de développer dans la Naudière, mais on a toute la volonté aussi de le développer intelligemment et durablement, donc de penser à l'environnement. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment regarder les réalités de chacune des régions, des sous-régions en fait au sein de la Naudière. Comme chaque MRC a ses réalités. Mais tu sais, la Naudière, c'est des montagnes, c'est des lacs, c'est des plaines, c'est un fleuve, c'est des rivières. Fait qu'il y a vraiment une variante hallucinante au niveau du territoire, mais fondamentalement, les manières de conserver sont sensiblement les mêmes. Fait que je pense qu'il y a possibilité vraiment d'asseoir tous nos préfets, nos préfètes et dire, OK, ben, on peut travailler globalement ensemble. Puis ça se fait déjà, il y a une belle coercition en tout ce beau monde-là, mais au niveau environnemental aussi, là, on peut facilement le faire. Là. Est-ce que, en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous parler des prochains événements ou des prochaines activités? Parce que je sais que vous êtes très actifs aussi. Des choses à venir qu'on a à surveiller ou on s'en reparle prochainement? Je te laisse la liberté. On va s'en reparler prochainement parce qu'il y a plusieurs grands projets qui s'en viennent. On a des forums, on a des galas qui s'en viennent, entre autres au niveau événementiel. Mais restez à l'affût pour surtout les écoles, les municipalités, pour le programme Carbone scolaire. C'est un bon moment en fait pour essayer de se mettre sur la liste d'attente pour la prochaine année. Il y a du financement en fait qui est possible, il y a des manières de fonctionner qui peuvent réduire immensément les coûts pour les écoles. Et c'est des belles formations pour les enfants qui rentrent en fait dans le cursus scolaire, donc pour l'environnement et la science. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'en reparle souvent. J'ai des collègues qui travaillent immensément fort. Bon, ben d'accord. Ben, je te remercie beaucoup, Cassandra. Puis bon mandat, bon début de travail. Puis on se reparle dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. La loi va être étudiée dans son comité s'il passe l'étape du vote là, dont je parlais tantôt. Mon ami Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, qui fait un travail colossal et passionné pour défendre le monde agricole. Nous sommes donc face au projet de loi C-282 en langage de hockey, le trio offensif, pour mener cette bataille-là à bien. Certains vont se demander qu'est-ce qu'un porte-parole santé fait sur un trio où on a à ma gauche l'agriculture, à ma droite le commerce international où les accords internationaux sont discutés. Ben, c'est trois raisons. Il y a trois raisons. La principale raison, c'est que je crois que c'est un modèle que non seulement je pense qu'il faut préserver, mais je pense qu'on pourrait aussi l'exporter, tellement je pense que c'est quelque chose qui permet une agriculture à dimension humaine. La deuxième, ben, sachez que la circonscription, M. Simon Pierre, Je vais prendre mon choix de problème. J'ai encore du temps. Donc, la troisième raison, et non la moindre, ben, je suis le parrain de ce projet de loi-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la Chambre des communes, il y a deux types de projets de loi qui sont discutés à la Chambre. Tu as les projets de loi émanant du gouvernement. Donc, le gouvernement décide selon son agenda des appelés pour discussion et pour adoption. Puis, tu as un autre type de projets de loi qui sont aussi discutés et qui peuvent avoir un impact. On appelle ça les projets de loi émanant des députés. Et là, comment est-ce qu'on décide lequel des projets de loi va passer en premier? C'est au lendemain de l'élection, il y a 338 noms dans un chapeau, les 338 députés, et on tire au sort le nom de chacun des députés selon l'ordre. Et moi, ben, je suis passé au 42e rang et on a décidé qu'on mettait la gestion de l'offre en priorité. Donc, c'est pour ça que je suis en train de défendre cette gestion de l'offre avec ce projet de loi. On se rappellera qu'en juin dernier, donc, ça a été le dépôt. On a donc mis au feuilleton C-282
Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il protège intégralement la gestion de l'offre des futurs accords commerciaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'article 10 de la loi du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Puis comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait ça, protéger la gestion de l'offre en modifiant l'article 10? C'est pas compliqué. On vise à exclure la gestion de l'offre des négociations futures. Puis ça fait de lier le ministre. Le ministre ne pourra plus jamais sacrifier la gestion de l'offre à l'autel du libre-échange. Le 7 février prochain, le projet de loi va être donc à sa deuxième heure de débat, ce qu'on appelle l'adoption de principe. Le 8, le lendemain, février, c'est le vote. Donc, c'est là où ça passe ou ça casse. Si on veut que le projet de loi puisse poursuivre, être étudié en comité et voter et avoir éventuellement la sanction royale, ben, il faut qu'il passe le 8. Il faut qu'on aille chercher le nombre de votes qu'on avait la dernière fois. Et je vous rappelle que avant l'élection, le projet de loi C-216, qui était parrainé par Louis Lamondon et épaulé encore de Simon Pierre et de Yves, et ces trois-là ont fait un travail remarquable. Ben, C-216, on avait réussi à convaincre 250 députés de voter en faveur. Or, présentement, c'est le même projet de loi. On avait dit aux producteurs, on leur avait fait la promesse que, bon, le déclenchement d'élection a fait que le projet de loi est tombé. Il n'a pas pu avoir la sanction royale, on n'a pas pu aller au bout du processus. Alors, on a dit, on va le remettre à l'ordre du jour. C'est ce qu'on fait, on tient promesse. Puis C-282, pour être bien certain que les 250 ne peuvent pas se dédire, ben c'est le même projet de loi. Donc, si on a reçu 250 appuis la dernière fois, ce qu'on vise cette fois-ci, c'est qu'on puisse convaincre les 250 de convaincre les nouveaux arrivés de voter en faveur de C-282 pour qu'on puisse avoir un consensus encore plus large. Et la démarche qu'on fait, c'est une démarche, je l'ai dit, transpartisane. On essaie de rallier l'ensemble des députés, puis souvent les votes qui sont faits au niveau des projets de loi émanant des députés sont des votes libres. Hein? On va voir des députés se lever et voter parfois autrement que comme leur chef. Donc, l'intérêt, c'est que la population appelle les gens, c'est leurs députés, puis qu'on puisse aller chercher ce consensus-là, démarche transpartisane. Nous autres, au Bloc, on ne regarde pas la couleur de celui qui dépose le projet de loi. Si c'est bon pour notre monde, on vote pour. Puis si c'est pas bon, évidemment, on vous envoie des chèques. C'est un mal nécessaire, mais c'est un plaster sur une jambe cassée, malheureusement. La scène, vous la connaissez par cœur. Vous la connaissez même encore mieux que nous. À chaque fois, il y a des négociations commerciales. À chaque fois, on va vous dire « Inquiétez-vous pas, je vous promets que ça se renvoie la balle de gouvernement à gouvernement. Contrairement à mes prédécesseurs, moi, je n'y toucherai pas, je vous le promets. » À chaque fois, c'est des négociations dans l'opacité la plus complète. Puis je peux vous dire, moi, je suis au comité du commerce international, puis j'en sais pas plus que vous autres quand il y a des négociations. C'est déjà arrivé même qu'on nous demande d'étudier un accord sans voir le texte. C'est vous dire comment la transparence est pas au rendez-vous dans ces négociations commerciales. Puis là, quand ça arrive à la lumière du jour, c'est comme Dracula, ça meurt. Ça meurt d'un coup, là on se rend compte, les illusions meurent à tout le moins. Parce que là, on constate que les grandes promesses de ne pas y toucher ne sont pas au rendez-vous. On se rend compte que c'est du vent. On se rend compte, ah, mais là, on vous dit, c'est juste une petite brèche, un petit pourcentage de rien, inquiétez-vous pas, il n'y a rien là. Mais quand on les additionne, là, ça fait 3 accords sur 4 où on sacrifie en partie vos intérêts. On commence à avoir un papier cratère, quand on les additionne. Puis allez dire d'ailleurs aux producteurs, productrices, vous en êtes, là. Allez vous dire que c'est rien qu'une petite brèche, quand pour vous autres, c'est des pertes au quotidien. Vous allez dire, viens voir sur ma ferme, viens voir mon bilan financier de fin d'année, viens voir ma situation, c'est rien qu'un petit pourcentage, comment ça se traduit concrètement pour moi. Vous leur direz ça. Puis là, bien sûr, après ça, c'est l'excuse des compensations. Et les compensations, ça vient jamais vraiment boucher un trou dans un système qui, en tout point, fonctionne, qu'il faut promouvoir.
Au-delà de le promouvoir, il faut le protéger. Il faut le protéger aussi, on en est là. On en est là parce que l'heure est grave, bien sûr, une brèche de plus. Puis là, au moment où on se parle, il y a des négociations avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ils ont des intérêts avec des industries fromagères, ils veulent exporter plus. Au moment où on se parle, il y en a certains qui parlent dans les corridors d'entendre avec le Mercosur. Le Mercosur, le Brésil, c'est le poulet. Le poulet produit massivement dans des conditions infiniment moins coûteuses qu'ici, à cause des conditions climatiques, à cause également du coût de la main-d'œuvre là-bas. Et précisons-le que dans le cas là-bas, l'exploitation, l'élevage de poulet, c'est un désastre écologique parce qu'ils mettent le feu à l'Amazonie pour étendre leurs exploitations. Donc, en tout point, ça pourrait être catastrophique. C'est pourquoi il nous faut cette loi-là. Une loi, c'est pas parfait. Il y a eu souvent des gouvernements qui ont violé leur propre loi. C'est arrivé. Sauf que, entre vous et moi, ça c'est un argument souvent lors du dernier Parlement, quand on a eu ce débat-là, il y en avait de nos collègues de l'autre opposition qui disaient « ça n'empêchera pas les libéraux de violer quand même la loi, même si c'est adopté ». C'est vrai. Mais entre vous et moi, entre des paroles et une loi, qu'est-ce qu'il y a de plus de beau? Vous et moi quand même. Entre écrire ça dans une loi, utiliser ça après ça, ça crée un précédent, qu'on puisse l'utiliser, qu'on puisse le remettre sous le nez. Entre ça et des engagements verbaux, qu'est-ce qu'il y a de plus de beau? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Un autre argument qu'on a souvent entendu, c'était, je trouvais ça fascinant, venant de députés qui venaient parfois de circonscriptions agricoles, mais qui s'apprêtaient à voter contre notre projet de loi, c'est que on est pour à 100%, mais quand on vient le temps de négocier, il faut quand même garder toutes les cartes dans notre manche. Ça, on l'a entendu souvent. Fait que finalement, ils sont en train de donner raison à notre projet de loi. Ils sont en train de dire, on est pour, mais si on peut quand même se garder une petite ouverture, peut-être un petit pourcentage de plus pour qu'en échange, on gagne dans d'autres secteurs, ça pourrait être utile. Faut pas se lier les mains avant. Mais moi, je dis oui, il faut se lier les mains avant. C'est assez, là. À un moment donné, c'est assez. Cet argument-là, me semble-t-il, venait donner raison, comme nul autre, à notre projet de loi. C'est une démonstration par l'absurde de la nécessité de notre projet de loi. Puis d'ailleurs, cet argument-là, comme quoi, avant de négocier, il ne faut pas exposer son jeu, là, il est faux. Les États-Unis ont une loi, c'est écrit dans la loi, le secteur du sucre, on n'a pas le droit d'y toucher quand on négocie. L'Union européenne, avant d'envoyer des négociateurs, ils font un débat dans leur Parlement. Les députés, ils votent des mandats. Ils disent, tel secteur, tu y touches, l'autre, tu y touches pas, l'autre, on aimerait ça pousser pour plus d'expansion, etc. C'est normal que le Parlement ait des droits, puisse mandater ses négociateurs avant d'avoir une négociation. Puis là, c'est assez, comme je vous dis. Maintenant, l'appel en fait, on est au moment de débat. C'est le moment où on va décider, est-ce que le système de gestion de l'offre, on le garde, ou est-ce qu'on le laisse s'effriter au fil du temps? Parce que l'histoire nous démontre, je pense que mes collègues en ont parlé tous les deux, la façon dont le projet de loi est adopté et la façon, l'historique des brèches régulières et récurrentes qu'on a. Donc, c'est le moment, dans le fond, moi, ce que j'ai dit en chambre au mois de novembre, c'est qu'on va être devant une mesure à promesse vague. Parce que vous avez beaucoup de politiciens qui vont vous jurer la main sur le cœur, la larme à l'œil, qui vont toujours protéger la gestion de l'offre. Ces mêmes politiciens-là vont vous dire quelques mois plus tard, ben désolé, on a vraiment tout fait, on a réussi à le sauver, mais il a fallu qu'on donne 1%, 2%. Là, avec une loi, comme l'a très bien expliqué Simon-Pierre, il va y avoir quelque chose qui force, qui oblige à ne pas toucher. Et si jamais un gouvernement voudra y toucher encore, bien sûr, une loi, ça change, mais il devra revenir devant le Parlement. Et là, ça va être pas mal plus gênant que s'il a fait des négociations en secret derrière des portes closes et qu'il revient avec une entente globale qui est déjà signée et qui dit, regarde, c'est bon pour tel secteur, gestion de l'offre est obligé de donner 1% dans le poulet maintenant. C'est fini, ça. Il faudrait qu'il revienne, qu'il s'explique et qu'il paye le prix politique. Et je pense que comme ça, moi je pense qu'on protège la gestion de l'offre pour demain avec cette loi-là. On y croit beaucoup. Et comme l'a expliqué Luc, elle a été adoptée la dernière fois, n'eût été de l'élection inutile de l'été 2021 qui a été déclenchée. Là. Mais on revenait en troisième lecture. La troisième lecture, c'est ça. Donc la deuxième lecture, il n'y a aucune raison que ça passe comme la dernière. Et aucun des élus ne va justifier de refuser ce projet de loi-là qui soit envoyé en fait pour les discussions. C'est ça
Parce que c'est ça l'étape. Donc, oui, on veut que vous fassiez des pressions. Oui, on veut que vous contactiez vos amis qui sont dans d'autres comtés, que ce soit n'importe quelle formation politique, mais aussi votre cousin qui est dans l'Alberta et ailleurs, parce qu'il y a des études de nos couleurs, c'est un vote qui est pan-canadien, je pense que c'est important de le répéter. Il faut comprendre pourquoi il faut protéger la décision de l'Alberta. On n'a pas décidé ça à la première occasion. Mais on va faire une loi comme le choix. Parce que là, c'est les brèches, les unes après les autres. Je fais que c'est comme un banc à 3 pattes. C'est l'exemple que je prends tout le temps. Un banc à 3 pattes. On contrôle la quantité de produits. On est capable de contrôler. Ça donne un produit de grande qualité, des stable, d'un niveau décent pour nos producteurs qui ne sont pas obligés d'être une méga ferme de 300. Aux États-Unis, la moyenne des fermes, c'est quelque chose comme 350 vaches. Au Québec, on est dans 80. On ne parle pas de la même chose. Puis on a des fermes de milliers de vaches. Aussi au Vermont, on va filer dans le fossé parce qu'il y en a plus. Parce que c'est de la surproduction, c'est pour ça qu'ils veulent avoir accès à la vache. Nous, on se régule. Bien sûr, c'est arrivé à l'occasion des surplus, mais c'est extrêmement bien géré. Puis encore une fois, les producteurs nous l'ont prouvé dans la dernière partie. Donc, c'est pas du lait américain qu'on veut, c'est du lait de Chine. Je surviens avec 3 pattes, vous avez parlé des 2 premières. Donc, on contrôle le prix, on contrôle la quantité. Mais pour contrôler la quantité, il faut qu'on contrôle ce qui rentre de l'extérieur. C'est comme si cette 3e patte de tabouret-là, on s'amuse à couper des petits bouts. Ah, d'accord, on va donner 1%. On va donner 1% haut. On coupe un petit bout. Fait que là, mon banc était au niveau avant, et puis au niveau. Je dis qu'il est sur 4. Vous connaissez cette expression. Tient encore. Pourquoi il tient encore? Parce que nos producteurs sont bons, sont fiers, sont travaillants, maintiennent le système à bout de poids. Mais si on coupe davantage, le système ne fonctionne pas. Quand on parle dans le secteur du lait, dans la ferme, c'est quelque chose comme 18% qui va être coupé par les étrangers. Là, nos producteurs, le jour où ils réduisent la production, c'est 18%. Alors, à la réduction de production n'aura aucun impact sur le production. C'est ça qu'il faut comprendre. La gestion d'offres, c'est au-delà de la production agricole. Souvent, je me fais dire, ah oui, mais les producteurs agricoles sont bien, à l'instant, ils sont bien. 1, on va aller voir le coût d'endettement. 2, on va aller voir comment ils travaillent. 3, on va regarder l'impact que ces producteurs-là ont dans leur communauté. Parce que maintenir une gestion d'offres, j'ai dit tantôt dans l'affaire des entreprises, est-ce qu'on peut vraiment avoir des méga fermes que dans mon rang, il va y avoir une famille plutôt que 12 ou 22 familles actuellement? Mon rang à 12 ou 22 familles, ce n'est pas juste des familles agricoles qui vivent dignement, fièrement, qui font vivre la communauté, puis leurs sous-traitants, puis leurs clients aussi. C'est aussi l'école du village qui n'est pas vide. Parce qu'il y a une ferme dans un rang, ben, ça fait une école vide. Là, après ça, les gens vont se plaindre. Ah, ben là, mon enfant doit faire une heure d'autobus pour aller à l'école. Ben oui. Ben là, c'est des choix qu'on fait. C'est des choix-là, mais c'est présent. C'est pour ça que c'est important de faire la tournée, d'expliquer aux gens c'est quoi la gestion d'offres. C'est quoi les impacts secondaires de la gestion d'offres. Fait que moi, je vous dis, on se mobilise. Évidemment, attendez-vous à se passer une opération à Ottawa le 8 aussi, avec les représentants nationaux. Mais au-delà de ça, moi, je pense que dans les régions, c'est important qu'on soit là. Parler à vos députés, particulièrement nos amis conservateurs, nos amis libéraux.